Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Nexus. Aujourd'hui, nous sommes un an jour pour jour après l'incroyable finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine. Et à cette occasion, j'avais envie de parler des matchs les plus incroyables, les plus sensationnels de cette compétition. Alors j'entends par là les matchs qui ont été les plus marquants, dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui pour des raisons diverses, pour le meilleur comme pour le pire. Bref, on est parti. Alors pour commencer, j'avais envie de parler d'un match tout simplement culte, dont nos parents se souviennent sûrement puisqu'il s'est déroulé il y a assez longtemps. Retour au quart de finale de la Coupe du Monde 1986 au Stade Aztec de Mexico, où l'Argentine affronte l'Angleterre. Ce n'est pas une rencontre qui a brillé par son score hallucinant ou encore par un retournement de situation improbable, mais bien à cause d'un joueur, Diego Maradona, et de deux des buts les plus légendaires de l'histoire du football. A l'époque, le contexte de la rencontre est déjà le fruit d'une ambiance tendue. En effet, les deux nations ont encore en tête la guerre des Malouines, qui s'est déroulée exactement 4 ans plus tôt. Le régime dictatorial d'Argentine avait alors engagé le conflit pour s'emparer des îles du même nom en avril 1982, avant d'être stoppé et défait 74 jours plus tard par les troupes anglaises. Le match sonne donc pour les Argentins comme une revanche pour ce qui s'est passé aux Malouines. Et ça ne manque pas car dès le début de la rencontre, Maradona atteint pratiquement la surface de réparation et provoque un coup franc non transformé. Le joueur argentin de 25 ans, évoluant à Naples, est alors dans sa meilleure forme physique et bien décidé à venger son pays. Celui qu'on surnomme le gamin en or met la misère à la défense anglaise pendant les 45 premières minutes. Fort de courses effrénées et de dribbles efficaces, il oblige les défenseurs comme Steve Hodge à commettre plusieurs fautes. Il va pas être gêné par le poteau là. Oh là 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 là, quel festival! Il va frapper? Odell. L'Argentin se fera même remarquer d'une manière plutôt drôle à la 35e minute. Cependant, à la mi-temps et malgré tous les efforts argentins, le score reste de 0-0. Mais au retour des vestiaires, l'illustre numéro 10 passe à la vitesse supérieure en marquant 2 buts aussi incroyables que diamétralement opposés. Le premier survient à la 50e minute lorsque Steve Hodge, toujours lui, rate sa passe lobée en direction du gardien anglais et Maradona en profite pour inscrire un but de la main. Ce but cultissime, surnommé plus tard la main de Dieu, est vu à ce moment-là par tout le monde, excepté l'arbitre. Ce dernier va donc l'accorder alors qu'il s'agit d'un geste d'anti-jeu complet et dont les supporters anglais sont encore furieux aujourd'hui. Si ce but de l'international argentin est plutôt scandaleux, le second va mettre tout le monde d'accord. Seulement 4 minutes plus tard, Maradona, alors au milieu de terrain, reçoit une passe d'Enrique et entame une course légendaire jusqu'au but anglais. Il dribble non pas 3, non pas 4, mais bien 5 joueurs différents avant de finir dans les cages sous l'acclamation d'un stade de Mexico en feu. Si Maradona, ça c'est pas mal fait encore une fois, Maradona qui échappe à l'empreinte. Maradona toujours, s'il marque là c'est beau, c'est génial, c'est génial, celui-là il est bon, celui-là il est bon et il est valable. Il vient d'inscrire le but du siècle selon beaucoup, le meilleur but de tous les temps selon certains. Et malgré la réduction du score à la 81e sur une tête de Lineker, l'Argentine remporte la rencontre et file en demi-finale de la compétition. Elle gagnera celle-ci quelques semaines plus tard contre l'Allemagne, grâce encore une fois à son prodige. Alors ce qui est sûr, c'est que cette rencontre, son contexte et les 2 buts légendaires du dieu du foot Diego Maradona auront à coup sûr marqué l'histoire de ce sport. Ça, Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Quand on pense grand match de l'équipe de France en Coupe du Monde, nous viennent tout de suite en tête des rencontres incroyables marquées par des Bleus héroïques. À l'image de la victoire 3-0 face au Brésil en finale 98, ou même, plus récemment, les 3 derniers matchs de la génération Didier Deschamps au Mondial 2018. Mais on se rappelle aussi et surtout de défaites bien amères, comme celle de la Coupe du Monde 2006 par exemple. Ah, Zinedine Zidane, sûrement l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Numéro 10 ultime, technique, vif, d'une grande classe et d'une incroyable humilité. Pourtant, en juillet 2006, sa carrière va connaître une fin des plus tragiques. Cela avait pourtant très bien commencé avec un parcours hors norme des Bleus qui s'étaient défaits de l'Espagne, du Brésil et enfin du Portugal du jeune Cristiano Ronaldo en demi. Porté par un Zidane exceptionnel, les Bleus disputent la finale en tant que favoris le 9 juillet 2006 dans un Olympia Stadium de Berlin plein à craquer. Et dès les premières minutes du match, la France, qui entame parfaitement sa rencontre, obtient un pénalty à cause d'une faute de Marco Materazzi,
dont vous entendrez beaucoup parler durant ce résumé sur Florent Malouda. Zidane se charge de le tirer et le transforme d'une sublime panenka qui heurte la barre transversale avant de rentrer dans les cages de Gigi Buffon. Menés, les Italiens ne faiblissent pas pour autant et à la 19e minute de jeu, sur un corner d'Andrea Pirlo, Materazzi égalise. Et à partir de là, les deux équipes font jeu égal et les occasions vont fuser des deux côtés. Une tentative de Malouda à la 53e qui ne donne rien, un coup franc de Pirlo qui est refusé pour hors-jeu à la 62e, ou encore cette claquette de Buffon qui détourne un bon coup franc de Zizou. Mais rien à faire, aucune des deux nations ne parvient à faire la différence et la rencontre file en prolongation. C'est fini, fin du temps réglementaire. La prolongation de 2 fois 15 minutes. Les Bleus demeurent très dangereux, à l'image de Ribéry dont la frappe passe au ras du poteau gauche ou de cette tête de Zidane que Buffon vient écarter d'une main ferme. Mais en parlant du numéro 10 des Bleus, à la 108e minute de jeu, un événement des plus hallucinants se produit sous l'œil de 700 millions de téléspectateurs à travers le monde. Après un corner, Zidane et Materazzi vont se replacer. Ce dernier commence à tirer le maillot de la légende française, puis se met à insulter sa sœur. Des paroles qui vont faire entrer Zidane dans une colère noire. Voilà Zizou. Zinedine. Zinedine. Non. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. Ce coup de tête culte, l'arbitre ne l'a pas vu au moment de l'action, mais après la pression des joueurs italiens et consultation controversée du ralenti vidéo, il sanctionne l'international français d'un carton rouge. Zinedine Zidane, meilleur joueur du mondial, idole de la France et jouant son dernier match ce soir-là, est pourtant éliminé d'une compétition qu'il avait menée d'une main de maître. La situation est d'autant plus tragique que, privée de son leader, l'équipe de France s'incline au tir au but sur une frappe manquée de David Trezeguet. Encore aujourd'hui, ce geste de Zidane reste iconique, symbole d'une rencontre mémorable entre les deux mastodontes du football. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Le Brésil est humilié à domicile. Le Brésil est châtié chez lui. 8 juillet 2014. Cette date restera sûrement gravée longtemps dans la mémoire des Brésiliens, et pour la pire des raisons. La Coupe du Monde 2014 arrive bientôt à son terme et le pays hôte fait face à l'Allemagne en demi-finale. Les espoirs sont énormes pour la Seleção, largement favorite malgré de nombreux problèmes. Pas de Neymar pour cause d'une vilaine blessure à une vertèbre et du capitaine Thiago Silva, exclu en quart de finale. Et ce manque va se ressentir dans ce qui va être la plus grande humiliation du football brésilien. Allez, c'est parti, coup d'envoi de cette première demi-finale. Dès le début, les occasions s'enchaînent des deux côtés, mais on remarque tout de suite que cela ne respire pas la confiance dans la défense sud-américaine. L'Allemagne, beaucoup plus physique dans les duels et avec un Manuel Neuer ne laissant rien passer, se targue surtout d'une attaque de renom. Toni Kroos, Mesut Özil, Klose, mais aussi Thomas Müller. Et c'est d'ailleurs lui qui met le premier but après seulement 10 minutes de jeu et une grosse erreur de marquage. Et après cette ouverture du score, la confiance des Brésiliens s'effrite et, sur une énième erreur défensive, Klose fait le break à la 22e. 2 minutes plus tard seulement, d'une impressionnante reprise de volée, Toni Kroos enfonce le clou 3-0 dans un stade de Belo Horizonte sonné. Un ballon pour Philippe Lam, le centre. Là, il faut arrêter attention, là. 3-0. La démonstration allemande, Toni Kroos pour le 3-0. Les supporters n'en reviennent tout simplement pas. Le Brésil, pays hôte de la compétition et favori désigné, est en train d'être battu par l'Allemagne 3-0 à la maison. Ça commence à faire beaucoup. Mais la Mannschaft ne s'arrête pas là et plante 2 autres buts avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, de nombreux amoureux du Brésil ont déjà éteint leur télé alors que le score s'aggrave encore. Au terme de la rencontre, c'est 2 nouveaux buts qui vont être inscrits sur la pelouse du stade. Un doublé d'André Schürrle qui réalise alors une très belle Coupe du Monde. Oscar réussira tout de même à mettre le but de l'honneur à la 90e minute de jeu, mais rien n'y fait, la déroute est sans pareil. Fébrile défensivement et inefficace offensivement car privé d'un Neymar déterminant, le Brésil aura succombé au rouleau compresseur de la Mannschaft et se rappellera très longtemps de cette demi-finale. Demi-finale ayant d'ailleurs battu de tristes mais impressionnants records comme celui de la plus large défaite de l'histoire de la sélection sud-américaine et, pire encore, l'une des plus grandes déconvenues de l'histoire de la compétition. C'est terminé, fin de cette première demi-finale, déflagration ici à Belo Horizonte. Le Brésil humilié, mis à mort sur ses terres, 7-1.
Et malheureusement, je pense que les supporters de la Seleção ne sont pas prêts d'oublier ce qui est sûrement la plus grande humiliation du siècle. À côté. Aïe aïe aïe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et encore une fois, Soumaré. Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant d'émotions que notre match de Séville. Alors ces mots, ce sont ceux de Michel Platini pour qualifier la demi-finale 1982 de la Coupe du Monde d'Espagne, un match qui restera gravé dans la mémoire des Français, mais surtout dans l'histoire du football. Retour en 1982 au stade de foot de Séville, en Espagne, pour le deuxième match du dernier carré de la plus grande des compétitions. D'un côté, la France est marquée par une génération dorée dont le triple ballon d'or Michel Platini, Rocheteau ou encore les nouveaux venus comme Alain Giresse. Mais surtout, elle se démarque par un jeu technique et offensif basé sur le carré magique. De l'autre, l'Allemagne de l'Ouest qui est tout le contraire. Fort d'une rigueur tactique et physique, la Mannschaft a déjà 2 Coupes du Monde à son actif. Cette rencontre a donc tout d'un grand match. Le match commence et on sent déjà que les Bleus ne sont pas très confiants, sûrement à cause de l'enjeu qui est de taille. Les Allemands, eux, en profitent pour se créer plusieurs occasions. Après un coup franc de Jean-Luc Ettori qui s'écrase contre la barre transversale, Pierre Littbarski plante le premier but à la 17e minute. Loin de se laisser abattre, l'équipe de France se réveille enfin et fait parler son football. Pris de court, la RFA enchaîne les fautes dont une dans la surface sur Rocheteau. Penalty. Michel Platini s'élance et égalise à la 27e minute. Et but. Égalisation à la 27e minute. Michel Platini. La France est bien décidée à ne pas laisser échapper ses rêves de finale. Au retour des vestiaires, les Français subissent les dégâts d'une équipe d'Allemagne très agressive car Bernard Gengini sort sur blessure dès la reprise du jeu. Il est remplacé par Patrick Battiston, défenseur de métier. Et pourtant, le Stéphanois affiche un niveau de jeu exemplaire et, à la 56e minute, il est parfaitement lancé sur une ouverture somptueuse de Platini. Il s'élance vers les cages adverses et là, le scandale se produit. Harald Schumacher, le gardien allemand, fonce de toutes ses forces sur le milieu français et le percute de plein fouet. Le ballon, quant à lui, passe à quelques centimètres du but. Patrick Battiston est à terre, il ne bouge pratiquement plus et seuls ses doigts se tordent. Le gardien de la Mannschaft vient de commettre un attentat innommable en voyant sa victime sur civière alors que celle-ci s'est évanouie de douleur. Pire encore, aucune faute n'est sifflée car l'arbitre dit ne pas avoir vu l'action. Pourtant, les Bleus, enragés par cette injustice des plus frustrantes, redoublent de technicité et d'efficacité mais ne parviennent toujours pas à conclure. Prolongation. Cette fois-ci, la France trouve enfin la faille sur une magnifique reprise de volée de Marius Trésor qui donne l'avantage aux Bleus à la 93e. Marius Trésor. Oui, Marius. Reprise de volée sur ce coup franc de Alain Giresse. Reprise de volée de Trésor et but à la 3e minute, but extraordinaire de Marius Trésor. Quelques minutes plus tard seulement, l'ailier gauche Didier Six fait une passe en retrait au jeune Alain Giresse qui aggrave le score 3-1. Les Bleus semblent inarrêtables et la finale leur tend la main. Mais c'était sans compter sur la dramaturgie de ce match. Parti en contre sur une faute non sifflée du défenseur Forster, Rummenigge réduit le score alors qu'il venait de rentrer en jeu. Cela redonne de l'espoir à la Mannschaft dont les attaques sont de plus en plus nombreuses. Et, à la 108e minute, Fischer imite Ronaldo et égalise d'une sublime retournée acrobatique. C'est là que la phrase de Michel Platini prend tout son sens. Tous les supporters français sont scandalisés et eut de plus belle la Mannschaft. Fin du match, et, fait qui rend cette demi-finale encore plus légendaire, on assiste à la toute première séance de tir au but de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais, comme en 2006 et 2022, la France s'incline. Si les 2 défaites que j'ai citées précédemment étaient certes amères, celle-là l'est tout particulièrement car le sentiment d'injustice est très fort. Mais heureusement, Patrick Battiston ne s'est pas blessé trop gravement et pardonnera même le gardien allemand quelques mois plus tard. Il n'y a pas de sentiment d'agressivité ni de, une certaine rancœur. Je voulais juste savoir quel était son état d'esprit, pour quelles raisons donc il avait agi comme il l'avait fait. C'est tout, voilà, ça me suffit d'avoir discuté comme ça avec lui. Doucement. En tout cas, plus de 40 ans après, tout le monde se souvient du match comme la terrible nuit de Séville, injuste et tragique. En tout cas, j'ai adoré me replonger dans tous ces superbes matchs de Coupe du Monde. Et en plus, ce que je trouve très intéressant, c'est que toutes ces rencontres sont aussi connues et appréciées pour des raisons uniques. Que ce soit par une défaite déconcertante, des buts légendaires ou encore des gestes cultes, tous ces matchs resteront gravés dans l'histoire de ce sport.